Alors, merci Monsieur Laveu pour les propos introductifs. Donc, je suis Blanche Casagrande et responsable pédagogique à l'école de Condé. Je suis accompagnée aujourd'hui de 4 anciens étudiants qui ont accepté de venir partager un petit peu leur expérience en tant qu'étudiants à l'école, leurs anecdotes et surtout la suite de leur parcours une fois leur cursus terminé. Donc, alors c'est pas moi qui vais les présenter, c'est eux qui vont se présenter. Il y a un petit peu de trucs qui sont écrits quand même, parce que si j'ai pas une petite trappe de questions, on va vite se perdre. Mais en tout cas, c'est vrai que pour le reste, on est sur de l'impro total, parce que c'est ce qu'on préfère faire ici. Donc je vais vite passer le micro à ma gauche. Je vais commencer par vous, les garçons, et je vous laisse vous présenter rapidement. Donc évidemment, nom, prénom, et ce que vous faites dans la vie. Bonjour. Alors, je m'appelle Maxime Pierret. Je suis directeur artistique dans une agence de design et d'événementiel, un petit peu hybride, où on va dire 2 activités en parallèle. Thibaut Svalen, je suis designer expérimenté architecte d'intérieur chez Colliers International à Paris. Je m'occupe principalement dans mon métier de rénover les locaux pour les très grosses entreprises au global, et je m'occupe de toutes les rénovations et du design. Alors moi c'est Anaëlle, je suis plus du côté design de mode et maintenant je suis dans l'univers de l'image et de la production chez Ami, toujours en alternance, je suis en master 1. Bonjour, donc moi je m'appelle Charles Collongue, je suis photographe et aujourd'hui enseignant à l'école de Condé-Nancy en section photographie. Merci à vous. On va revenir un petit peu plus tard dans nos échanges sur les activités, notamment de vos entreprises. Avant ça, on va peut-être un petit peu rebalayer rapidement ou moins rapidement, vous verrez, votre parcours. Donc évidemment, vous êtes passé par l'école, mais avant, vous avez eu un bac, a priori. Et donc voilà, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel type d'études vous avez fait avant d'intégrer l'école ? Ce que vous avez fait à l'école et éventuellement, je pense notamment à toi Naël, ce que vous faites après, parce qu'il y a aussi un après Condé qui parfois est dans la vie professionnelle directement, parfois aussi vers d'autres formations. Donc je crois savoir que pour toi Naël, tu as fait un master, mais pas chez nous. Je pense que c'est mieux si je reprends depuis le début. Moi avant j'ai fait un bac STI 2D. Et j'ai intégré directement après le bac l'école en MANA, en première année de design. Et après, du coup, j'ai fait 2 ans de design de mode à Nancy, que j'ai terminé il y a 2 ans maintenant. Suite à ça, j'ai fait une pause dans mes études parce que je savais pas vraiment si je voulais directement faire un master. Et vu que j'étais intéressée par pas mal de choses dans le design de mode, j'ai pris 1 an pour être à Paris et faire que des stages, où là j'ai vraiment pu faire pas mal d'expériences différentes et après me recentrer et me dire ok, là maintenant je veux faire un master en design, en direction artistique dans le domaine de la mode toujours finalement. Et voilà, donc là c'est un master en alternance dans une autre école à Paris et voilà. Donc moi j'ai commencé par un bac scientifique. Alors j'aime à dire que j'étais un littéraire refoulé parce que voilà, j'ai passé S mais j'étais pas très bon. On est beaucoup comme ça. Donc un bac scientifique. Donc moi je viens de la région bordelaise à la base et j'ai intégré ensuite une fac de psychologie pendant 2 ans et demi. Ça me plaisait énormément et puis j'ai fait la rencontre à cet endroit-là d'un ami qui était cinéphile, qui m'a introduit au cinéma, à l'image, à la photographie et il y a un début de passion qui est né à ce moment-là. Et donc, j'avais pas vraiment envie de faire une école de ciné parce que j'avais pas de caméra, mais j'avais un appareil photo. Et du coup, on m'a conseillé les écoles de Condé. Donc, j'avais le choix entre Paris, Nancy, Lyon. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des sections qui sont ouvertes dans d'autres, peut-être d'autres. Mais on m'a conseillé fortement Nancy pour l'aspect plutôt humain de l'équipe et de l'accompagnement. Et j'ai pas été déçu. Donc, j'ai fait 3 ans ici, en bachelor. Suite à mon diplôme, donc j'ai intégré l'école en 2014, et donc suite à mon diplôme ensuite, en fait j'avais fait un stage dans un magasin de photographie, un labo argentique, et j'avais très envie de continuer là-dedans à la sortie de l'école. Donc j'ai démarré en sortant de l'école en tant que photographe indépendant, donc je répondais à quelques petites commandes pour des magazines ou des shootings de particuliers.
Mais le plus clair de mon temps, c'était dans ce labo argentique où je retrouvais tout ce qu'on a ici, en fait, hein, la passion de ce lieu qui est assez particulier du labo. Et puis, dans le cadre de ce magasin dans lequel je travaillais, j'ai eu accès aussi à des formations que je donnais moi, à des gens qui apprenaient la photographie, qui débutaient. Et de fil en aiguille, la pédagogie, moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu tout de suite. Et donc, je suis intervenu dans des entreprises qui avaient besoin de faire leur com plutôt que de faire intervenir des photographes ou ce genre de choses qui ne pouvaient pas le faire. Et donc, j'ai formé des gens en entreprise. J'ai été aussi faire des cours de photographie en maternelle, au collège, en lycée. La photographie, c'est différent à tout âge, comment on peut aborder l'image. Et puis, j'ai intégré l'école en 2021, je pense, il me semble. Voilà, donc depuis, j'interviens en tant que prof ici avec des étudiants qui, du coup, c'est passionnant parce qu'ils viennent vraiment pour ça. Ils sont passionnés de photographie, donc à chaque fois, c'est que des élèves qui aiment ça. Et le rapport est vraiment génial. Et voilà, et donc moi, je suis passionné à faire ce que je fais maintenant. Tu auras des anecdotes à nous raconter aussi en tant qu'étudiant et peut-être en tant que prof. Pas trop de dossiers, Charles, s'il te plaît. Alors, moi, je viens d'un bac scientifique aussi. Je suis rentré tout de suite à l'école de Condé. Donc, il y avait à l'époque une mise à niveau aux arts appliqués suivie d'un BTS. Donc, au total, un cursus de 3 ans. Le BTS s'appelait graphisme, édition, publicité. Donc, voilà, vraiment centré sur le design graphique. Et à la suite de ça, ayant envie d'approfondir un petit peu quand même la discipline, je suis allé à Condé Paris. Et à Condé Paris, j'ai fait le master, je ne sais pas s'il existe encore, qui s'appelait Design Global, Recherche et Innovation, c'est ça? Il existe encore. Youpi! Deuxième promotion de ce master-là. Quand je suis sorti de ma formation, c'était à peu près en 2008. Le contexte économique n'était pas foufou. Mais par contre, en master, on avait énormément de stages. J'ai réussi à faire 4 stages sur ma deuxième année de master. Et j'ai presque gardé des contacts dans toutes les entreprises, en fait, que j'ai pu visiter. Et j'ai commencé mon activité en freelance comme ça. Voilà. Et en parallèle de mon activité en freelance, il y avait des besoins aussi au niveau de l'enseignement ici à Condé-Nancy. Donc, je suis revenu de Paris ici pour faire de l'enseignement pendant 4 ans et demi à peu près. Et puis l'appel du design a été trop fort et voilà, je suis reparti dans le monde professionnel. Et ça fait 10 ans que je travaille dans une société au Luxembourg qui s'appelle Accent Aigu, que peut-être je détaillerai plus tard, mais c'est une société un petit peu particulière où on met le design et événementiel. Voilà. Moi, pour ma formation, alors bac scientifique aussi, en sciences dans l'ingénierie. Je me suis perdu en faculté de droit et d'économie, avoir une licence en fait, mais pas trop en droit d'ailleurs. Ensuite, je suis parti en Angleterre me former à l'anglais. Et quand je vivais à Londres, c'est là où j'ai fait la rencontre. Mon rêve de base, c'était de devenir architecte. Et j'ai fait la rencontre d'architectes d'intérieur là-bas et photographe. Et du coup, ça m'a donné envie d'aller plus loin et de retourner aux racines, au rêve des racines de l'architecture et du monde du design. Et je me voyais pas en tant qu'architecte. C'est pour ça que je suis venu passer mes entretiens quand je vivais à Londres ici. Et après, on a commencé l'aventure. Donc, même la dernière promo avec la MANA et le BTS, donc pareil sur 3 ans. Et ensuite rentrer en master d'architecture d'intérieur. Alors le Design Made, master en architecture d'intérieur et design, sorti il y a 3 ans. Voilà. Donc où mon dernier stage en entreprise m'a amené au monde professionnel directement. Donc il n'y avait pas eu de transition, tout de suite le pied à l'étrier. Oui, alors il y a plusieurs invités qui nous ont parlé de MANA, de BTS, etc., puisque nos formations évoluent avec le temps, au même titre que les métiers évoluent, les besoins évoluent. Donc, il y a quelques années, effectivement, on faisait passer des BTS à nos étudiants. Aujourd'hui, on est vraiment sous la forme d'un bachelor. Et cette mise à niveau en art appliqué ou MANA, qui était en fait la première année, existe toujours, mais sous une autre forme. C'est donc le bachelor 1
et donc qu'on appelle ici première année en design, première année en illustration animation pour ceux qui veulent faire de l'illustration animation. En photo, c'est un petit peu différent. On intègre directement la formation. Il n'y a pas de tronc commun. On est directement dans la formation. Et donc pour le design, une fois cette première année établie, ces premiers mois de cours réalisés, où on fait un petit peu de tout, donc du design de mode, du design produit, du design graphique et du design d'espace, on se spécialise ensuite pour la suite du parcours. En illustration animation, c'est la même chose. On décide de se spécialiser en illustration ou en animation. Il y a encore des subtilités de spécialité. Par exemple, l'animation, il y a la 2D et la 3D. Et là encore, tous les campus n'ont pas les mêmes spécialités. Comme le disait Charles, la photo, il y en a à Nancy, il y en a à Lyon, il y en a à Paris. Il n'y a pas sur les autres campus. En animation, on est plutôt sur de la 3D qu'on va pas retrouver sur d'autres campus, mais d'autres campus ont de la 2D, etc., etc. Et par exemple, le master en design global dont tu parlais, nous, on le fait pas ici à Nancy. Par contre, il est accessible à Paris. Et on a des étudiants qui démarrent un cursus chez nous et qui décident par la suite d'aller poursuivre leur cursus et leur fin de parcours sur un autre campus Condé. Donc voilà, c'est des choses qu'on peut voir assez régulièrement. Pour la suite, est-ce que du coup, Maxime, tu peux nous parler un peu de la boîte où tu travailles? Parce que tu dis ouais, c'est un petit peu, ça fait 2 fois que tu nous dis ça, donc ça m'intrigue. Donc qu'est-ce que vous faites exactement dans cette boîte? Alors, c'est une entreprise qui elle-même a un parcours un peu particulier. Elle existe depuis 20 ans. Ça s'appelle Accent Aigu parce que la fondatrice voulait un nom qui commence par un A, parce qu'à l'époque, il y avait encore des annuaires. Et si on commençait par un A, on était dans les premières entreprises dans le secteur dans lequel on voulait être repéré. Donc, c'est un choix de nom purement stratégique. C'était d'abord une agence d'événementiel et en fait, pour se différencier, elle a intégré un service de design en interne parce qu'en fait, on s'est rendu compte très rapidement de l'utilité d'avoir des graphistes pour travailler sur des événements. Et en fait, au bout d'un moment, il y a comme une espèce de branche communication qui s'est développée au sein de l'entreprise. Mais la particularité qu'on a, c'est qu'on n'a pas vraiment de service marketing comme dans une agence de publicité traditionnelle. On fait vraiment du design graphique pur. Et du coup, en fait, on va dire que les designers chez nous, ils alternent entre des projets qui sont des projets de communication, de design éditorial, on en fait pas mal aussi. On fait aussi du digital et des choses comme ça, un peu de motion design. Et on a la moitié du temps, au moins, des collaborations avec une équipe événementielle où là, on travaille sur des événements qui sont de taille très variable. On travaille quasiment exclusivement au Luxembourg. Et on est en train d'obtenir ce qu'on appelle un label RSE, c'est-à-dire qu'on est très attentif à la façon dont sont traités les employés, à la façon aussi dont on conçoit les événements. Il y a un label au Luxembourg qui s'appelle Green Business Event, qui permet notamment de limiter, on va dire, les émissions de CO2 sur les événements pour encourager le recyclage, trouver des prestataires locaux. Donc, on va dire, on travaille de façon très, très locale. Voilà. Après, Luxembourg est un marché suffisamment compact et dynamique, on va dire, pour qu'il y ait du travail à peu près tout le temps, je dirais. Mais voilà, c'est un peu notre particularité, c'est qu'on n'a pas un rayonnement en fait international, on n'a pas un rayonnement immense. On a un rayonnement vraiment très très local. Alors moi, je travaille du coup chez Colliers International. C'est une boîte qui fait de la gestion de patrimoine, enfin pas de patrimoine, mais de la gestion immobilière transversale, c'est-à-dire c'est des brokers, c'est des analystes, c'est des gens qui s'occupent des portefeuilles des entreprises tertiaires au niveau immobilier. De manière internationale, c'est-à-dire que je sans faire la pub, mais il y a plus de 68 pays dans lesquels l'entreprise est implantée. Et donc, pour ma part, je suis dans la branche française. Du coup, on est un peu les vieux Gaulois en France. Ils ont un pôle en plus de ça pour agrémenter l'ensemble de l'offre, donc qui part de la recherche du bâtiment jusqu'à la livraison des travaux. Donc, on est un des seuls pays à proposer l'architecture intérieure à la rénovation. Et donc on travaille avec des entreprises privées, je sais pas si je peux citer tout le monde, mais on travaille avec Schneider Electric, avec Engie, avec des gros portefeuilles. Je m'occupe aussi d'acteurs publics. Parce qu'on a un contrat avec l'État, donc je fais les rénovations de beaucoup de bâtiments là actuellement pour Valérie Pécresse, pour
des ministères, etc. Et en plus de ça, on fait, enfin, les bâtiments vont entre 2000, et là, mon plus gros, où je suis en responsabilité de design, fait 38 000 mètres carrés à Luxembourg. Donc voilà, on voyage dans toute la France, on a plusieurs succursales dans toute la France, que ce soit Toulouse, Lyon, Marseille et Paris, avec le plus gros marché français pour les entreprises actuellement. Donc c'est assez fun, et on le suit de la conception pure jusqu'à la réalisation des travaux. Toi, du coup, Anaëlle, on en parlait tout à l'heure, donc tu es en alternance actuellement. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que fait ton entreprise et peut-être comment tu as trouvé cette alternance-là? Est-ce que ça fait écho à des stages que tu as fait avant? Est-ce que c'est une autre démarche? Dis-nous. Alors moi, depuis septembre, je suis chez Ami Paris, donc c'est une maison de mode à Paris, du coup. C'est une alternance que j'ai trouvée en cherchant des offres sur notamment Fashion Job ou juste LinkedIn. Et donc du coup j'ai intégré la boîte en septembre. Là-bas du coup mon poste, je suis assistante en production et en image, donc ça veut dire que je suis rattachée au pôle image et on s'occupe vraiment de toute l'image de la marque, donc toutes les campagnes qui sont sorties, qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur les affiches, enfin vraiment toute l'image. Et moi du coup à la partie prod, c'est vraiment mettre en organisation tout ça, donc tout ce qui va être l'organisation, où, quand, comment, avec tel prestataire. Donc ça va être plus de l'exécution, mais c'est super enrichissant parce que vu que on est vraiment au sein du pôle image, on travaille en étroite collaboration avec l'équipe créative. Donc par exemple, c'est eux qui nous lancent le brief. Par exemple, je sais pas, ils veulent tourner une campagne avec une baleine rouge. Je dis n'importe quoi. On doit trouver cette baleine rouge et s'occuper on s'occupe de faire en sorte que ça soit réalisable. Voilà. Après, moi de base, je viens d'un cursus vraiment plus créa et design de mode, vêtements, mais j'ai toujours eu un fort attrait pour le domaine de l'image, d'où mon choix de cette alternance. Mais ce qui est super, c'est que j'ai pu avoir l'opportunité maintenant de me positionner également sur des missions créatives dans cette entreprise-là. Donc c'est bien parce que je suis vraiment pas fermée. On propose pas mal de choses. J'exprime aussi ce dont j'ai envie et on me laisse la possibilité de le faire. Donc voilà, c'est intéressant. Et aussi, je pense que l'alternance, moi, j'ai fait 1 an de stage avant. En fait, après Condé Nancy, je suis allée à Paris. Et j'ai fait une formation complémentaire les week-ends j'ai fait une formation en design maille, parce que ici à Condé avant on faisait que du chêne et trame. Je sais pas si c'est toujours le cas, mais on fait de la maille maintenant. Pas besoin de. Donc c'était une formation les week-ends et c'est vraiment ce qui m'a permis d'obtenir des conventions tout au long de l'année. Et après, pour ce qui est des stages, je pense que à partir du moment où on fait des chouettes candidatures, qu'on est actif, ça marche. Et après, c'est vrai que c'est super parce qu'on peut vraiment construire son réseau selon les entreprises. Moi, après Condé, du coup, j'ai fait un stage de 6 mois chez Hermès en bijoux. Et après, je suis allée chez Sonia Rykiel en graphisme. Et ensuite là chez Ami en production, donc je pense que c'est assez chouette parce que j'ai fait pas mal de choses sans être embarquée dans un seul milieu. Enfin le milieu du coup c'est la mode, mais je peux toucher à plein de choses. Oui, c'est vrai que, alors, moi je me suis dit, Anaëlle est encore dans ses études, mais elle fait partie de ces étudiants qui ont fait 12 000 stages pendant son cursus. Il y a un nombre de semaines de stage qui est obligatoire et qui est minimum, mais après les étudiants peuvent aller au-delà s'ils ont les opportunités, l'opportunité de le faire. Et Anaëlle en faisait partie, donc c'était intéressant d'avoir son point de vue sur tout ça. D'ailleurs, je rebondis là-dessus. En termes de stage, toi, Charles, t'as forcément fait un stage ou des stages quand t'étais en photo. T'avais fait ça où? Comment ça s'était passé? Alors, en termes de stage, donc moi, le premier stage que j'ai fait entre la première et deuxième année, ça a été un stage à Bordeaux, donc dans un labo argentique. C'est quelque chose qui, moi, m'intéressait beaucoup, donc j'ai voulu intégrer ça. Donc, ça a été pendant un petit mois, je crois.
où j'ai pu voir déjà ce que c'était aussi la relation avec les clients, donc les gens qui viennent déposer leur film, qui demandent à ce que ce soit développé d'une certaine façon, pas d'une autre. Il y avait tout un rapport aussi à l'image que j'ai développé là-bas qui m'a beaucoup plu, l'image en tant qu'objet de souvenir, puisqu'il y a beaucoup de gens qui venaient avec... on a tous des albums photos avec des images qui traînent et parfois qui s'abîment. Et donc moi, parfois, j'étais mandaté pour réparer ces images-là. Et ça m'a valu pas mal de sourires de pas mal de gens. Et le pouvoir de la photo, parfois, c'est aussi simple que ça aussi. Donc, en tout cas, ça m'a appris aussi à... Il y avait beaucoup de ventes de matériel, donc j'étais au fait de toutes les dernières sorties de matériel, de tout ce qui, au niveau technique, se faisait en photographie. J'ai été invité par pas mal de marques comme Sony, Nikon ou Canon pour tester du matériel, pour ce genre de choses. Donc ça, c'était assez intéressant. Et le deuxième stage, je l'ai fait donc entre la deuxième et troisième année. Je l'ai fait au musée Georges de la Tour. C'est pas à Sichazel, c'est à Gravelotte. Excusez-moi si c'est plus le cas, mais il me semble que c'est ça. Et donc j'ai assisté le curateur d'une exposition. On a mis en place une exposition en collaboration avec le Louvre sur Georges de la Tour, évidemment, et avec une photographe qui s'appelait Laurence Adgerter. Donc moi je m'occupais il fallait photographier les œuvres déjà. Donc je me suis occupé de ça, et ensuite ça a été la mise en place de toute l'exposition, de la communication. Et donc c'était assez intéressant pour moi de voir tous les paliers entre la commande des œuvres, les prises de vue qu'il fallait faire, et puis la mise en place ensuite au niveau concret, quoi. Voilà les 2 stages que j'ai fait. Et vous? J'ai fait, alors on avait un premier stage à l'époque à faire à niveau BTS. Là, je me suis pas aventuré trop loin. Comme je viens de Nancy, je suis allé à Metz. J'ai réussi à trouver un studio graphique là-bas. C'était quelqu'un qui travaillait en indépendant sur une péniche en plus. Ça m'intriguait de voir comment on pouvait faire ce métier-là aussi en freelance, hors cadre d'une entreprise, quoi. Ça me fascinait un petit peu cette atmosphère d'atelier et tout. Donc j'ai passé quand même 2 mois là-bas, quasiment tout l'été, à coller des adhésifs en plein soleil sur les vitres de la péniche. Donc j'ai fait aussi un peu le boulot des imprimeurs en même temps. C'était assez formateur. Mais c'est une graphiste qui avait une clientèle super variée sur Metz, donc qui m'a permis d'avoir un aperçu quand même un peu large de ce qu'on peut faire quand on est graphiste indépendant. Quand j'étais à Paris, là, je me suis orienté vers des choses très différentes. Bon, déjà en master, on va chercher des stages qui sont peut-être plus en rapport avec ce qu'on a étudié dans l'année avant. Moi, j'étais assez sensible à la mode, et je suis allé 4 mois au printemps, au siège, où ils ont leur service de communication interne en fait. J'ai été dans une maison d'édition très très spécialisée qui éditait des ouvrages de géoéconomie. Et là, on m'a confié mes premières couvertures de livres à dessiner. Donc ça, c'est une chouette expérience en tant que jeune graphiste, parce que c'est rare qu'en tant que stagiaire, on ait cette responsabilité-là. J'ai fait aussi un bureau de style qui à l'époque était le concurrent de Nelly Rodi et qui a coulé. Donc j'ai assisté aussi au bilan d'une entreprise. Voilà, j'ai quitté avec les autres salariés. J'ai fini mon stage 2 mois plus tôt, du coup. Il a duré qu'1 mois. Et j'ai eu un autre stage un petit peu particulier chez Chanel à la maroquinerie. Mais ça, j'en parlerai peut-être plus tard. Mais on a remporté un concours avec on va dire un camarade de promotion. Et du coup, je me suis retrouvé là où il fabrique et où il développe les sacs Chanel, quoi, dans une espèce de cube noir posé au milieu d'un champ qui ressemble à Fort Knox, quoi, de l'extérieur. Voilà, mais je développerai peut-être ça plus tard. Pour les stages, pour ma part, du coup, en BTS, fin de BTS, maintenant Bachelor 3, je suis parti à Luxembourg dans une agence qui faisait principalement du particulier. Donc l'architecture d'intérieur pour les particuliers, c'était pas trop ma came. C'est pour ça que après, sur toutes les recherches après, ont été principalement tournées vers les entreprises, que ce soit le monde du retail ou le monde du tertiaire, workplace.
Le retail, c'est en termes global, que ce soit pour les jeunes, enfin pour les graphistes ou pour l'architecture, c'est l'univers des entreprises. Donc ceux qui vendent ce que vous voyez autour de vous. Donc dès qu'il y a quelque chose à vendre, c'est l'univers du retail. Que ce soit les boutiques physiques, le web, peu importe. Espace de vente, exactement. De ce postulat-là, je suis allé dans une entreprise Costa Imagineering, où plusieurs après de mes camarades on sait aussi ont fait des stages. Donc Costa qui sont un mix and twist des deux, qui font aussi du particulier et du retail. Ils ont historiquement, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais accompagné le développement d'un styliste sur ses 100 boutiques. Je sais plus le nom, et donc après en stage je suis arrivé pour la livraison de boutiques pour le Red Bull, leurs locaux actuellement tertiaires où ils déménagent actuellement, travailler pour des appartements pour des anciens directeurs de grandes maisons de vente, donc ultra intéressant, des petites équipes, petit format, on était 6. Et ça change totalement de là après en master, ma dernière année où j'ai fait mon stage, donc là où je suis actuellement, chez Colliers International, où là on est une entreprise où on est 300 en France et au pôle archi on est 80. Donc le but c'était de tester une plus grosse boîte, être ultra spécialisé, être un peu moins couteau suisse, mais être plus focalisé sur ce qui fait la force de chacun. Et donc là j'ai pu être plus dans le dessin, et ça m'a beaucoup plus, enfin j'étais plus dans mon élément, donc j'étais vraiment sur la planche à dessin à faire beaucoup de concepts, et donc ou directement avec un passé modeste de photographe. J'ai fait de la photo là-bas, donc j'ai fait de la réalisation pour les books en interne de la communication, où j'ai touché à faire du graphisme aussi un peu pour l'illustration pour les entreprises et leurs locaux, où j'ai fait de la communication pour les présentations, donc plein de choses. Donc tout ce qui concerne la création en global, et preuve en est, je suis encore là. Donc c'est que c'est cool. Vous nous racontez plein d'anecdotes top, vous avez fait plein de boîtes différentes, c'est intéressant. Est-ce que par rapport à ces expériences-là que vous avez vécues, que ce soit en stage ou là dans votre activité professionnelle, j'imagine que vous aviez des attentes en sortant d'études ou en intégrant les entreprises. Il y a les réalités, des fois il y a des bonnes surprises, des moins bonnes surprises. Est-ce que vos attentes, les attentes que vous aviez et la réalité que vous connaissez actuellement, est-ce qu'il y a un énorme gap? Est-ce qu'il y a comment vous vivez ce truc-là, et quel conseil ou quel témoignage vous pourriez faire aujourd'hui auprès de notre public de folie? Oui. Ouais, la question là, elle est compliquée. Moi, je sais qu'à titre personnel, c'est peut-être un espèce de, de mécanisme d'autoprotection, mais j'avais pas de grandes attentes. Je me disais, à la base, c'est vrai que tant qu'on n'a pas vraiment mis le pied dans ces métiers-là, c'est toujours difficile de se représenter ce qu'on va y faire vraiment. Et je trouve en plus, comme a décrit mon confrère à ma gauche, c'est qu'on peut se retrouver aussi parfois à faire autre chose que ce qui était prévu à la base, comme on va faire un petit peu de design graphique, puis on va faire un peu de photo, puis on va faire ceci parce qu'il y a des besoins qui se présentent. C'est vrai que j'ai envie de dire que le fait que j'ai pas eu d'attente quelque part m'a rendu service, dans le sens où je trouve que c'est les surprises au quotidien et les opportunités qui font que parfois on se retrouve à développer presque des nouveaux champs de compétences. Moi maintenant ça va faire peut-être je dirais pas loin de 10 ans que je fais quasiment de la scénographie toutes les semaines, alors que j'ai une formation de designer graphique à la base. Mais comme il y avait un vrai besoin en interne chez nous et que ça me plaisait, je me suis dit allez, je vais m'y mettre aussi. Et puis je suis en train de développer cette expertise-là sur le tas au fur et à mesure. Donc ça, je dois dire que je m'y attendais absolument pas. Alors oui, effectivement, je crois que ça fait partie de ce qui renouvelle sans cesse l'intérêt, en fait. C'est que si on a la chance de trouver un employeur qui nous fait suffisamment confiance, comme c'est mon cas, on peut se former un peu sur le tas, en cours de route. Et je m'aperçois, de toute façon, plus le temps passe, que
comment dire, ce qu'on apprend vraiment ici à l'école au niveau du design, c'est plus une façon de penser, une façon de voir les choses en fait et de réfléchir. Après, il y a la technique qu'on peut acquérir en fonction de sa motivation, en fonction du temps qu'on a et des moyens. Moi, j'ai même, comment dire, dans mon entourage professionnel, des gens qui ont des formations de design d'espace qui sont graphistes aujourd'hui. Et inversement, mon épouse, elle sort de l'école aussi, elle a fait design de mode. Aujourd'hui, elle travaille dans le marketing et la communication. Et le gros de son travail, c'est d'organiser, de suivre des shootings et en gros, d'entretenir le branding de 3 marques. Donc, c'est justement ces imprévus et puis le fait que finalement la formation est cette espèce de gros tronc commun conceptuel qui fait qu'après on peut aussi, en fonction des besoins, changer de voie en cours de route, quoi. Pour rebondir, c'est vrai qu'ici le tronc commun, c'est vraiment il y a une forte base en création, formée à ce que c'est un projet. Ce qui est assez abstrait pour la plupart des gens. Et donc, c'est comment mener en fait ce projet créatif jusqu'à sa naissance, peu importe le spectre. Et donc, après, il y a plus ou moins de... Quand on sort, en tout cas en architecture, il y a quand même une certaine maturité, une expérience à avoir, parce qu'on pense qu'en sortant d'archi, on peut faire plein de choses, mais en fait, il y a la réalité des choses qui a des connaissances à acquérir. Il y a plein de super choses. On découvre en archi les matériaux, avoir le réseau fournisseur, comment aussi démarcher avec les clients, comment parler aux clients, toutes ces choses-là qui sont en dehors du scope projet. Et qui sont tout aussi intéressantes et fondamentales pour nos métiers. Donc, au début, c'est déroutant. Après, en fonction de l'abnégation qu'on met dans la réalisation de nos métiers, de comment on voit aussi par rapport à nos appétences et ce qu'on aime du métier du designer, il y a autant de designers que de personnes ici présentes, et encore plus. Enfin, c'est ça qui est chouette avec ce métier-là. Donc, plus on prend l'expérience, plus d'égalons, plus on s'affirme et plus on sait où on veut aller. On peut être, si on a notre employeur a confiance ou assez confiance en nous, on peut faire ce qu'on apprécie, on a envie de faire, et après, en même temps, on peut rebondir. Enfin, voilà, c'est ultra intéressant. Donc, j'ai des vers aux fesses, donc j'adore bouger, j'adore faire plein de choses, j'adore tester des nouveaux projets. Actuellement, je fais un peu d'illustration, je fais du design, de la communication, en même temps, je suis de construction et là, je fais la création pour 2 énormes bâtiments à Paris et à Luxembourg. Un peu de photographie, je fais du digital art aussi pour la boîte et à côté. Enfin, je fais le but, c'est de se faire kiffer. Et donc, ce qui est bien, c'est on est formé à tout ça, à amener des projets ici. Et après, c'est aux personnalités de donner vie à qui vous êtes, en fait. Toi, en mode, est-ce que c'est un peu la même chose? Tu nous as expliqué qu'avec tes stages, tu interviens à différents niveaux. Est-ce que c'est un petit peu la même chose que les garçons? Est-ce que t'avais entre les attentes et les réalités de terrain, est-ce qu'il y a un écart ou pas? Ou comment ça se passe? Moi, je pense que ma plus grande attente, elle a été au niveau créatif, parce que c'est vrai que pendant 3 ans, on se construit vraiment un univers. On fait des choses un peu folles à l'école. Et je pense que au début, j'avais plus d'attentes au niveau créatif, dans le sens où j'avais peur peut-être de ne pas le retrouver dans mes stages et de me sentir un peu bridée dans la créativité. Et c'est vrai que, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais avant, pendant mon cursus ici, j'ai fait des plus petits stages dans vraiment des petites structures où là, vraiment, c'était une personne qui avait sa marque et c'est une échelle beaucoup plus petite et c'était tout aussi créatif. Après, je pense qu'il faut pas avoir peur de montrer ses idées tout en ayant en tête qu'on travaille pour quelqu'un. Et donc, on peut pas partir en live et faire tout ce qu'on veut, c'est normal. Mais après, je pense que maintenant, au niveau de créativité et avec les autres expériences, je pense que c'est juste moi, ce que j'aime bien, c'est la concrétisation des choses, dans le sens où
C'est comment une entreprise marche, comment on discute avec les autres, comment tout ça s'embrique ensemble. Et la créativité, elle suit parce que c'est quelque chose qu'on apprend, enfin, c'est quelque chose que je pense qu'on a tous appris, que j'ai appris ici, où vraiment on se forme une identité créative et une façon de travailler, un processus, et on le réinterprète après en fonction de nos collaborateurs, de l'entreprise. Et voilà. Et en tout cas, je pense que pour la créativité, elle est toujours là. Et après, comme vous l'aviez dit aussi, moi aussi, je fais plein de choses différentes qui sont pas forcément liées comparées à la formation en elle-même. En fait, c'est vraiment un point de départ et après, vraiment, on vient faire son petit chemin. Donc, je pense qu'il n'y a pas un chemin qui est identique parmi toutes les expériences qu'on peut faire, ou même les gens qu'on rencontre. Je sais pas si pour toi aussi c'est pareil. Petit aparté, le musée Georges Latour, il est à Vic-sur-Seille. J'avais pas perdu le fil, il fallait que je le précise. Oui, non, pour rebondir sur ça, je pense que, en tant qu'étudiant à l'école de Condé, je parle pour la partie photo, mais je pense que c'est assez important de rester fidèle à qui on est aussi et à ce qu'on aime faire, parce que en photographie, typiquement, quand on rentre et quand on découvre le monde de la photographie, que c'est pas simplement 3-4 grands thèmes, la photo de rue, la photo animalière, et puis voilà, quand on découvre un peu tout ce qui est possible, le grand ultime, forcément, c'est d'être grand photographe, mais ça convient pas forcément à tout le monde et c'est compliqué. Donc moi je sais que j'en avais pas forcément l'ambition. Moi j'ai tout de suite eu un attrait pour la pédagogie, au sens de la transmission du savoir. Je passais mon temps dans les bibliothèques, dans les références, toutes les créations. Et comment dire, on est formé à l'école, par exemple, au niveau juridique, au niveau fiscal, au niveau très, très concret, très professionnel, à établir des devis, des factures en fonction d'un client, à quantifier une prestation, etc. Mais du coup, moi, en sortant de l'école, je sais que j'ai fait quelques prestations. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est pas quelque chose que j'aimais. C'est-à-dire que le rapport client particulier, je veux dire, pas entreprise, hein, mais particulier, c'est 35 allers-retours de mail parce que c'est 50 € trop cher ici, 50 € trop cher par là, ou la prestation, finalement, au dernier moment, il faut la changer. Bon. Il y en a qui sont très doués pour gérer ça. Moi, pas du tout. Et donc, j'ai très vite arrêté de me forcer à aller dans cette direction-là. Et finalement, en ayant eu de très bons contacts dans le stage, dans le labo argentique où j'étais, et en intégrant ça, j'ai eu l'occasion par eux, ensuite, de développer des prises de vue pour des entreprises qui avaient besoin de moi, ou de la pédagogie pour certains qui en avaient besoin aussi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut chercher un cursus. Le cursus sera toujours spécifique à qui vous êtes et à votre ambition et à votre motivation que vous avez. Il n'y a pas de parcours type, quoi. Et d'ailleurs, c'est une des choses qui est très intéressante. Là, je mets la casquette de prof en photo. C'est qu'on ne formate pas les élèves à une identité visuelle spécifique. Ou, je veux dire, on ne peut pas dire « Ah, celui-là, ça se voit dans comment il cadre l'image, il doit venir de Condé Nancy ». Non, ça ne marche pas comme ça. Chaque étudiant a sa façon de faire. Il aura son rapport aux choses, son rapport à la clientèle, son rapport à ce métier. Et c'est important de cultiver ça absolument. Tu parles de la photo, mais c'est un petit peu la même chose aussi dans les autres sections. Donc ça me permet, merci Charles, de rebondir sur la suite. On va revenir un petit peu sur votre expérience en tant qu'étudiant à l'école, ici à Condé Nancy, ici dans la chapelle, même s'il n'y a pas cours dans la chapelle, quoique. Mais est-ce que justement ces notions-là que vous expliquez, j'imagine que vous les aviez pas forcément étant étudiant, c'est des choses qu'on acquiert aussi avec de la maturité, avec de l'expérience. Mais est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour sur votre parcours? Question très large, hein. Je vais essayer de recentrer un petit peu au fur et à mesure que je parle. Mais un retour sur votre cursus, votre expérience. Est-ce que c'est cette image-là, ce que vous vous dites, vous avez commencé à le construire au fur et à mesure? Parce qu'en rentrant, j'imagine que vous rentriez un petit peu, pas par hasard, évidemment, on se retrouve pas ici par hasard, mais avec plein d'idées différentes, etc., etc. On apprend ce que c'est qu'un projet, on apprend ce que c'est qu'un concept. Je pense que c'est une des phrases qui revient le plus dans l'école quand on parle d'un projet. Un étudiant, quand quelqu'un a un problème, on va lui dire d'accord, mais c'est quoi ton concept? Ça fait partie. Thibaut fait oui, parce qu'en DE, en design d'espace, vraiment ça revient beaucoup. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur votre parcours en tant qu'étudiant dans l'école?
Et dans cette école en particulier à Condé-Nancy, s'il y a des choses qui vous ont marqué? Alors oui. Bon, ici, je sais pas comment sont toutes les autres écoles de Condé. Je peux pas comparer. Je peux comparer avec Condé Paris. J'y ai été, mais on a quand même un cadre, bon, qui est déjà assez exceptionnel, et je crois qu'il est parfait pour ce type d'études. Ce que je veux dire par là, c'est quand je suis arrivé ici, c'est vrai que le besoin que j'avais, je crois aussi, c'était aussi de faire une coupure avec tout ce que j'avais vu un petit peu avant, avec le collège, le lycée, où on est tous un peu, on va dire, dans un moule pas trop bien dégrossi. On a envie de se chercher un peu une personnalité quand on arrive ici quelque part, de se construire quoi, son univers. Et l'environnement, il est génial pour ça. Parce qu'on est un peu isolé du centre-ville, on domine un petit peu la situation comme ça d'ici, et on est dans un cadre qui est super propice à l'expérimentation, à la création, et ça, c'est vraiment important d'avoir un lieu. Je crois que je passais quand même plus de temps ici que chez moi. Peut-être que même des fois, on s'est fait un peu sortir de force parce qu'il fallait bien que l'école ferme. Mais c'est en tout cas, je sais qu'on a, moi et mes amis, d'ailleurs j'ai gardé beaucoup d'amis de cette époque-là. On revient toujours ici avec plaisir parce que le lieu a quelque chose aussi de très particulier, je trouve. Et puis les gens qui l'habitent, ça change du tout au tout quand on sort du lycée. Ici, l'atmosphère elle est très différente. On est quand même, voilà, on est traité entre guillemets comme des adultes. On nous pousse justement, je rebondis sur ce qui a été dit avant, mais à se construire individuellement au sein d'un collectif. Et effectivement, c'est ce truc qui peut faire un peu peur aussi, c'est que quand on sort de là, on sort avec un certain nombre d'acquis, mais après, faut continuer à se construire en fait. C'est ça qui est pas forcément évident, et comme c'est un métier qui change tout le temps, même moi encore aujourd'hui, je vais avoir 40 ans cette année, je suis encore en train de me réinterroger sur tout un tas de choses. On a l'intelligence artificielle qui arrive, qui est en train de tout péter, et qui remet beaucoup de choses en question sur les pratiques, etc. Et ici, on a le temps de se poser, je trouve, toutes ces questions un peu existentielles avant de se lancer. Et voilà. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Et pour comparer, pour le coup, avec Condé Paris, qui est une école qui est plus grande, qui est dans un bâtiment plus moderne, on n'a pas forcément ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même un truc un peu à part à Nancy, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Non, justement, oui, pour revenir justement à ce côté plus reclus, plus centré, plus petit, s'il y a une synthèse à faire de toute cette expérience avant d'entrer dans le cursus même, c'est une famille, et c'est ce qui se ressent en entrant, où on t'accueille avec ton prénom pendant tout le long de ton cursus, et on sait qui t'es tout le long, de la première à la 5e année, ça dépend combien de temps on reste. Mais il y a des gens qui sont profondément passionnés et humains, professionnels et ou uniquement dédiés à ça, qui partagent leur savoir, leur vision, et qui permettent de forger avec des super phrases. C'est quoi ton projet? C'est quoi ton concept? Non, mais ce qui en ressort de tout ça, oui, c'est une famille, et c'est pour ça qu'on prend, en tout cas à titre personnel, beaucoup de plaisir toujours à revenir, à faire le tour de l'école, à faire le tour des personnes qui la composent. Et après, avec une force aussi dans l'éducation, c'est d'avoir des gens qui sont professionnels, souvent aussi à côté de leur profession de prof. C'est-à-dire qu'ils savent c'est quoi le marché, ils savent ce que c'est la réalité du métier, suivant leur localité et leur spectre. Mais vous avez au fond là-bas le portrait de Monsieur Roustan. Monsieur Roustan, oui, c'était mon prof, donc ça sera monsieur encore jusqu'au bout. Mais voilà, qui est ultra atypique et qui avait sa propre vision de notre métier de designer d'espace et d'intérieur, qui est totalement différente de celle d'un Pascal Matisse, qui lui est un boulon de cette école, qui est lui un grand poète, Monsieur Matisse. Et donc qui a une totale autre vision, qui fait que de la pédagogie, mais qui a aussi ses forces en faisant uniquement de la pédagogie. Et ce qui fait en fait la richesse de après le professionnel en devenir que vous êtes.
et que nous sommes tous. Et en plus, le cadre, il est assez exceptionnel. Il y a le parc à côté pour venir faire de la photographie, en coller des choses, tirer je ne sais quelle matière bizarre de là-dedans pour en faire des œuvres d'art. Hein. Œuvres. 2 heures avant le rendu, on connaît très bien. Non. Faire des nuits blanches, mais qui font partie des métiers après de designer. Avoir des locales secrets cachés dans cette école qui sont révélés 1 an après la sortie de leur master ou 2. Peut-être que ça a été nettoyé, je sais pas maintenant, mais voilà, enfin plein de super choses. Non, mais c'est vrai que sur l'environnement, je partage. C'est vrai que c'est des conditions quand même super idéales et super propices pour se sentir bien. On arrive le matin, il y a un beau lever de soleil, c'est chouette, c'est cool. Ouais, il pleut, mais c'est quand même très beau. Non, et sinon, sur l'équipe, tout ça, c'est vrai que c'est une équipe qui est très chouette. Et bon, je vais parler peut-être plus personnellement, mais c'est vrai que quand on arrive en première année, on fait du coup ces 4 spécialités de design. Et donc, c'est vraiment une découverte de chaque discipline. Et je pense que c'est une année qui est hyper importante parce que forcément, on se dit, bon, bah, ça, j'aime bien, ça, j'aime moins. Donc c'est vraiment ce moment-là où on fait notre choix, surtout en fin de première année avec le projet long. Je sais pas si c'est toujours le cas. Okay. Et pour ma part, c'est vrai que j'hésitais entre le graphisme et la mode. Et au final, j'ai penché sur la mode parce que pour moi, c'était ce qui m'exprimait le plus de créativité, ce qui me parlait le plus. Et après, c'est vrai que les 2 années qui en ont découlé, c'était vraiment une prise de confiance, mais aussi tout un accompagnement je me suis pas du tout sentie comme obligée de rentrer dans un moule. C'était vraiment poussé à la créativité à fond pour se connaître, se construire en tant que un futur adulte au début, et aussi tout le côté créatif en symbiose avec la classe, les intervenants, les professeurs. Et ça, c'est vrai que comparé à d'autres écoles, je sais que Condé, au niveau créatif, c'est vraiment quelque chose qui est très fort. Et je suis assez fière de ça. Et c'est très chouette aussi de le réinvestir dans d'autres choses après. J'en ai perdu le fil. C'était très intéressant. Et du coup, j'en ai perdu le fil. Oui, non, moi, ce que je retiens beaucoup, c'est effectivement, vous en parliez tout à l'heure, mais c'est le fait qu'on est considéré comme des adultes ici, quand on arrive là aussi. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a un vrai rapport de discussion qu'on peut avoir qui est assez mature avec les enseignants. Et on est très accompagné, autant par les professeurs que par l'équipe, soit pédagogique, soit administrative. On vous retient par vos prénoms, effectivement. Enfin, je veux dire, tout le monde connaît tout le monde. Ça, c'est vrai que c'est particulier. Moi, ce que je retiens le plus, c'est que, surtout quand on se passionne pour un domaine, je pense que c'est quand même rare dans la vie d'avoir 3, voire 5 ans de notre vie qui sont consacrés à 200% à cette passion-là. C'est-à-dire qu'on se lève le matin, on a des cours sur cette passion, on peut lire sur cette passion, on travaille sur cette passion, on réfléchit à cette... Enfin, c'est rare, je trouve, comme possibilité. Et les lieux permettent ça. Il n'y a absolument pas d'esprit, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé aussi, il n'y a pas du tout d'esprit de compétition en termes de... Enfin, je veux dire, même au sein des promos. Il y a une entraide juste entre gens créatifs, de toutes sections d'ailleurs confondues. Et donc moi, c'est vraiment ça que je retiens. C'est vraiment 3 ans de parenthèse dans ma vie que je n'oublierai jamais, quoi, qui sont vraiment décisifs. Ça fait très bisounours ce qu'on dit, mais en même temps, c'est vrai. Par contre, c'est des études, on le dit toujours aux personnes qui viennent passer des entretiens d'admission, on le dit en salon d'orientation, si vous avez eu l'occasion d'en faire avec nous, que par contre, on s'y consacre à 200%, qu'il y a du boulot. Je pense que vous avez tous connu ici des charrettes à l'école. On en parle quand même. Oui, ça fait partie du jeu. Ce qu'on produit n'est pas prévisible. Donc, déjà partant de ce constat-là, c'est extrêmement difficile de savoir le temps qu'on va passer sur ce qu'on fait. C'est essentiel d'apprendre à s'organiser. Moi, je l'ai appris à mes dépens, mais c'est vrai, je crois qu'on le fait tous. Ça fait partie des choses. Et en plus, si
une tendance au perfectionnisme. On peut passer énormément de temps sur son travail, donc il faut s'y préparer. Ça fait partie des contraintes, je dirais, qui sont inhérentes à ces pratiques-là, à ces métiers-là. Ça peut continuer dans le milieu professionnel aussi, hein, les charrettes, hein, c'est-à-dire le fait de travailler tard, le soir, des fois plus, des fois le week-end. Après, comme on vient de dire juste avant, on est dans un métier passion. C'est sûr que c'est pas toujours très sain, on va dire, de sacrifier trop d'heures de sommeil. Mais quand on est bien organisé, ça se gère. Et de toute façon, ça se poursuit dans le milieu professionnel aussi. Et pour le coup, dans le milieu professionnel, la concurrence, elle est réelle. C'est-à-dire que les entreprises, on va dire, qui sont entre guillemets admirables dans les domaines du design, sont souvent constituées de gens qui travaillent beaucoup. Il n'y a pas de secret. Il y a pas, enfin moi j'en connais aucun. Non, oui, j'en vois aucun, on va dire, qui produit des choses extraordinaires et qui n'a pas, on va dire, consacré énormément de temps à ça. Ça fait partie des choses. La créativité, c'est beaucoup d'expérimentation, c'est beaucoup de temps à tester des trucs, à échouer, à rater, à casser, à recommencer. Et ça, sans du temps, c'est pas possible. Je sais pas ce que vous en pensez, mais C'est exactement ça. La charrette, si vous voulez un métier qui fait 9h, 17h et vous rentrez sans devoir le soir, hein, il faut changer tout de suite. Ça fait partie de l'école aussi, donc on apprend à procrastiner, parce que ça fait aussi partie du métier. Ça fait à prendre le temps de lire, de rêver, et après de se mettre à l'action, et c'est en se mettant à l'action qu'on perfectionne les idées. La charrette, c'est tiré du domaine archi au global, mais ça s'applique à tous les métiers du design et à de la création. Et la charrette, alors, on ne dit pas que ça fait partie inhérente, c'est mauvaise presse, mais ça fait partie du métier, avec plus ou moins, suivant les boîtes, et cette culture de la charrette. C'est une vraie culture. Mais à l'école, en tout cas, c'est une petite synthèse de ça, de cette variation des temps entre mollasson et être très vigoureux, à produire toute la nuit pour faire un rendu qui est plus ou moins effectif et efficace. Mais c'est pareil dans nos métiers après. Ouais, la charrette c'est cool, et en plus on a avec un super directeur pour nos masters, pour nos diplômes, qui nous laissait les clés toute la nuit pour pouvoir bosser jusqu'à 6h du matin pour un rendu à 8h. Voilà. Ouais, j'ai une anecdote de charrette, c'est le défilé. Vous avez fait un défilé un peu charrette, vous, une année? Ouais, c'était un temps très court où il fallait, parce que du coup, il y a cet exercice très intéressant en design de mode, c'est le temps fort du défilé, une fois par an au mois de mai, je crois, bon par là. Et ouais, c'est vrai que quand j'étais en deuxième année, on l'avait. C'était le premier défilé après le Covid, il me semble. Je vais pas dire de bêtises. Bon, peut-être deuxième, je vais pas dire de bêtises. Mais oui, c'est vrai que c'est un temps assez fort, et généralement, du coup, il faut s'occuper de booker tout ce qui est mannequin, hair and make-up, la scénographie. C'est vraiment un peu l'école qui se met au service de tout le monde, et pour mettre un événement en œuvre. Et c'est vrai que ouais, ça avait été un peu sport, mais encore une fois, c'est toute une école et toutes les sections qui se mobilisent pour une chose, pour que ça soit joli et pour qu'on passe un bon moment. Donc pour revenir, oui, charrette, tout ça, je pense qu'on en a tous fait, mais je pense que c'est important de le savoir. Il faut en être conscient que c'est beaucoup de travail. Après, je pense que c'est une chance de pouvoir faire ces études-là, et ça va avec se donner les moyens de faire les choses à fond et d'en faire quelque chose de chouette. Donc oui, c'est du travail, mais c'est du travail qui nous plaît. C'est une forme de travail qui est différente. C'est pas des études qui sont forcément très méthodiques, où il faut apprendre quelque chose. C'est vraiment de la pratique. Donc le cerveau, il est sollicité, mais d'une autre manière. Et donc des fois, moi, je sais que je travaillais.
mais c'était pas du travail parce que j'aimais ça. Bon, j'aimais pas tout des fois, mais mais non, c'est vrai que c'est très chouette. En photo, j'imagine que c'était encore. En fait, à chaque fois, c'est intéressant parce que c'est des pratiques totalement différentes. Nous, c'est vrai qu'en design de mode, c'était il y avait aussi beaucoup d'étapes de production, couture. Bon, ça, c'était un peu. Moi, c'était pas trop ma tasse de thé, mais mais ça, c'est vrai que ça fait partie du travail. Mais non, c'est chouette de voir comment chacun, travaille, selon sa section, selon ce qu'il a à faire. Ouais, en photo, j'imagine que c'est aussi le cas. Alors en photo, ce qui est particulier, c'est que notre rôle à nous, si je caricature, parce que certains disent ça de nous, qu'on est des presse-boutons simplement. Ah. Mais je veux dire, nous, on a affaire un peu, là où ça peut être compliqué au niveau charrette, c'est qu'on a affaire au réel, on vient capter le réel, et parfois quand vous organisez des prises de vue, quand vous organisez des reportages, quand vous organisez ce genre de choses, il y a des imprévus constamment. Et alors ça, les imprévus, c'est ce qui vous met dans la sauce vraiment jusqu'au bout. Mais du coup, je rebondis sur quelque chose qui est assez intéressant dans cet aspect de charrette et de beaucoup de travail. C'est qu'on peut en venir à devoir créer de belles surprises aussi. C'est-à-dire qu'il y a des choses imprévues qui arrivent de temps en temps. Je parle surtout en photographie, mais ça doit être le cas aussi pour vous, même si on a un concept de base, des intentions qui sont bien définies, etc. Il y a des choses parfois qu'il faut saisir, qu'on n'avait pas prévues à la base, et si on ne s'était pas acharné à ce point-là, on ne serait jamais tombé sur le rendu qu'on finit par faire au final. Et donc, je pense que c'est très formateur d'avoir cette intensité de travail-là, parce que voilà, c'est soit quelque chose qui se subit un peu trop, et auquel cas on s'organise et on apprend à s'organiser, soit c'est quelque chose qui nous correspond bien, et on apprend à en faire quelque chose, quoi. Je dirais pas la charrette ultime, parce qu'on est en boucle sur la charrette là, mais il y a quand même une charrette commune à l'école qui est les portes ouvertes. J'en ai un petit peu parlé aux personnes avec qui j'ai fait la visite ce matin, parce que tout le monde n'avait pas vu les portes ouvertes, qui pour moi est un peu la charrette ultime de l'école, puisque toutes les sections et toute l'école et les profs et l'administration se met en branle-bas de combat pour pouvoir monter une énorme expo qui va durer que 2 jours, mais on met une semaine à la mettre en place. Vous avez des souvenirs un peu de PO qui vous ont marqué, vous, de votre côté? Je sais pas qui veut commencer. Oui, alors j'en ai côté étudiant et côté enseignant, comme j'ai eu les deux casquettes. C'est vrai que côté étudiant, il y a une espèce d'énergie de dingue, quoi, où pendant une semaine, il y a la plupart des cours qui sont décalés ou annulés, ou il y a l'emploi du temps qui change complètement, et on se dit ok, on doit tous concentrer notre énergie sur un seul truc. On a une deadline, il faut que tout soit parfait, et c'est vrai que les premiers jours, on se dit ouais, ça va le faire. Le 4e jour, on se dit ouais, c'est chaud. Le 5e, on se dit c'est tout à l'heure. Enfin, voilà, c'est vrai que c'est rigolo, mais après, j'ai envie de dire que c'est une charrette qui est très festive. Ce qui est pas toujours le cas. Il peut y avoir des charrettes aussi très solitaires où on est seul face à sa production, et celles-ci sont parfois difficiles. Mais celle-ci, elle a quelque chose de ouais, on est ensemble, donc forcément, elle est plus facile à. Enfin, c'est pas une charrette désagréable, quoi. Au contraire, elle a quelque chose de vraiment sympa. Du côté prof, ce qui était amusant à observer aussi, c'est que c'était un moment pendant lequel on pouvait voir chez les étudiants, on pouvait presque tester un peu leur niveau de résistance. C'est que parce qu'on pouvait les observer sur une journée entière et voir, il y en a, ils n'arrêtent pas du début à la fin. Et puis il y en a qui arrivent toujours à trouver le truc qui demande le moins d'énergie possible. Et il faut savoir que ça marche aussi dans le monde de l'entreprise. Il y en a qui arrivent toujours à faire le moins de trucs, mais qui à la fin, aux portes ouvertes, vont être là, regardez, c'est moi qui l'ai fait. Et puis il y a ceux qui ont vraiment travaillé et qui sont vraiment restés tard et qui ont laissé leur sommeil, leur santé là-bas, quoi. Voilà. C'est une belle synthèse du monde d'après. Ouais, parce que en fait, ça apprend la solidarité avec tous les profils, ceux qu'on apprécie, ceux qu'on apprécie moins, ceux qui ont énormément bossé, ceux qui ont moins bossé, et en même temps, c'est un des seuls moments où on communique ce qu'on crée à des gens qui ne sont pas initiés à nos réalisations. Donc c'est un bon moyen de faire de la vulgarisation, et de parler en fait des créations
Et donc c'est en ça que c'est super les journées portes ouvertes. Après, il y a eu moult frictions, moult engueulades, surtout en master, c'était drôle. Mais non, et il y a en fait, ça crée aussi des super moments de rigolade avec les professeurs. En fait, ça aussi, ça casse ce pont, enfin cette barrière plutôt de cette séparation qu'on peut avoir entre élèves-professeurs, où en fait on se bat tout d'un coup tous les deux pour la même chose. Donc c'est ça aussi qui est chouette dans ce beau combat. Moi, je pense que ce qui me plaisait le plus, c'était le côté fourmilière, où c'est fini. Donc là, bon, je parle du 6e jour, où tout est installé. Et en fait, on se balade et on se dit « Waouh, mais lui, il fait ça, hein, fait ça. » On se rend vraiment compte. Et ça, je pense que c'est hyper chouette parce que, bon, après, chacun communique à travers les classes, les sections, selon. Mais je pense que c'est chouette aussi, nous, en tant qu'étudiants, de se rendre compte de qui fait quoi, des projets, et même aussi de partager aussi au monde un peu extérieur et d'échanger. Voilà, je pense que c'est une belle vitrine en vrai, je pense. Et c'est un bon moment aussi pour concrétiser tout ça. Donc il y a aussi de la préparation et de la fierté aussi de toutes les sections, vu que c'est un travail, c'est un travail commun, et voilà. Oui, c'est la fierté. Moi, c'est marrant, j'ai peut-être plus de souvenirs maintenant en tant que professeur qu'en tant qu'étudiant. Enfin, j'en ai aussi, mais je vois que ce qui est assez plaisant à voir, c'est la fierté que les étudiants peuvent avoir à présenter leur boulot. Et au début, c'est parce que c'est quelque chose qu'on conçoit du coup à partir du lundi, et on y réfléchit même un peu avant en fait, parce que faut rassembler toutes les œuvres, il faut rassembler les fichiers de tout le monde, il faut faire en sorte que ce soit prêt pour l'impression. Enfin bref, il y a tout un tas de détails qui n'en sont pas. Et au début, les étudiants, quand on s'y met, ça ressemble pas à grand-chose. Il y a des tirages partout, les murs, c'est un peu Capharnaüm. Et petit à petit, quand ça prend forme et qu'on voit ces photos au mur et que les gens nous questionnent, et alors, vous avez voulu faire quoi? Alors tout de suite, on a la réponse très établie et très réfléchie qui vient, et on voit que ça parle peut-être pas forcément parce que nous, on est enfermés dans notre façon de penser. Et donc, il faut adapter le discours, il faut faire comprendre pourquoi on fait tout ça, en quoi c'est intéressant, en quoi ça peut... voilà, en quoi c'est formateur. Et non, ouais, après, c'est l'aspect fourmillement aussi qui est une espèce d'euphorie qu'on a tous ensemble. Et alors, le meilleur moment, quand on décroche tout à 18h et qu'on est tous fiers de tout ce qu'on a fait. Et non, ça permet aussi de voir ce que font les autres sections. On n'a pas toujours le temps quand on est à fond dans nos boulots. Et donc, parfois, ça crée aussi des affinités ou des choses qui sont intéressantes et potentiellement des collaborations futures. Donc, voilà, c'est un très bon moment. Oui, c'est vrai que c'est un moment de fierté, comme tu disais, Anaëlle, pour tout le monde, parce qu'il y a ce côté de, c'est les portes ouvertes de l'école, donc on va accueillir des lycéens ou des personnes qui seraient intéressées par nos formations, mais on se rend compte qu'en fait, on se fait plaisir aussi, nous tous, de présenter notre expo, d'aller voir ce que font les autres et parfois de découvrir ce que font les autres. Et finalement, on se rend compte que cet moment-là de cohésion, il est une vitrine pour l'extérieur, mais aussi un vrai moment de cohésion pour nous tous sur la partie école. Est-ce qu'il y a un projet, alors pour certains ça remonte, mais est-ce que vous avez un projet d'école qui vous a marqué et donc, que vous aimeriez nous décrire rapidement dans les grandes lignes, mais un projet d'école, alors soit un partenariat, pas un partenariat, peu importe, mais en tout cas un projet qui vous a marqué et que vous aimeriez partager pour faire comprendre un petit peu quel type de choses on peut faire ici. Alors, c'est un projet qu'on a, moi, qui me revient. Alors, c'est un concours. Les concours, c'est toujours des temps un peu particuliers. C'est des projets qui sont un peu en marge des autres projets qu'on fait d'habitude. Parfois, il faut les faire en plus des projets qu'on fait déjà. Mais quand j'étais en première année de master, on nous a mis un concours obligatoire, qui était un concours extrêmement ambitieux. Et dans notre promo, on était 15 à peu près, et je crois qu'aucun de nous n'y croyait tellement l'ampleur du truc nous paraissait énorme en fait. Pour la faire simple, le concours en question, c'est le concours qui s'appelle le Comité Colbert.
Le comité Colbert, c'est une association qui regroupe, enfin une confédération plutôt, qui regroupe toutes les grandes maisons de luxe françaises. Et ces maisons de luxe-là se sont, on va dire, fédérées pour plusieurs choses, alors dont la valorisation du savoir-faire à la française, du design, de la création, aussi pour lutter contre la contrefaçon, etc. Et ce concours qui est aussi une immense opération commerciale pour toutes ces marques-là, il consiste en fait à laisser à chaque entreprise qui fait partie du comité, donc elles sont 60 au total, c'est dirigé par Chanel, de proposer un sujet de concours. Et c'est un concours européen. Donc ça veut dire que tous les étudiants de design d'Europe, tant qu'ils ont une carte étudiante, peuvent participer à un des 60 projets possibles. Et contre toute attente, on est 2 groupes de 2 de notre promo à avoir remporté ces concours. Il y a 2 filles de ma promo qui s'étaient associées pour la Maison du Chocolat. Elles ont fait un projet de packaging. Et moi, je m'étais associé avec un designer produit. Et à 2, on a travaillé pour Chanel. J'aime bien ce projet-là, en fait, parce que le master que j'ai fait, donc, qui s'appelle Design Global, Recherche et Innovation, on était tous mélangés, en fait, dans ce master-là. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de distinction en fonction de nos spécialités de designer. Moi, je suis graphiste de formation. J'étais avec des designers produits, des designers d'espace, des designers de mode. Et on s'est dit, un designer produit et un graphiste pour dessiner un sac, c'est pas commun, mais ça nous inspire bien, alors on va essayer quand même le truc. On s'est réparti en fait le travail de façon extrêmement stratégique, c'est-à-dire que lui s'est concentré sur l'objet et moi, en communiquant, je me suis concentré sur le concept, la présentation et la valorisation du projet, et ça a payé. Et quand on a eu d'ailleurs des retours sur ce qu'on avait fait de la part de Chanel, on nous a dit, vous aviez de très loin juste le dossier le plus clair en fait et le mieux présenté. On n'avait peut-être pas le projet le plus abouti, ça on saura pas parce qu'on n'a pas vu les autres, mais c'est le fait de s'associer et de croiser les compétences qui a fait notre force sur ce projet-là. Et puis après, bon, faut imaginer tout ce que ça ouvre comme possibilité. Moi, c'est vrai qu'en tant que graphiste, je me suis retrouvé un mois. Enfin, en fait, c'était presque 3 mois, mais à raison d'une fois par semaine, à la maroquinerie chez Chanel, donc dans un truc qui n'a strictement rien à voir avec mon domaine de compétences. Mais j'ai vu les chaînes de production, j'ai vu comment sont fabriqués les sacs, j'ai vu comment ils sont développés et conçus. Et je peux vous dire que c'est pas ce qu'on s'imagine. C'est une entreprise qui doit énormément à ses petites mains, Chanel, à des ouvriers qui font un travail mais juste incroyable, qui reçoivent des croquis des fois pourris de Paris, qui sont à peine lisibles, écrits en 3 langues différentes. Enfin, et puis ouais, ça permet d'accéder un peu à des entreprises d'exception, quoi. Et enfin, on avait, je sais plus, on avait 2 badges, je crois, pour rentrer dans l'enceinte du bâtiment. Tout est secret défense chez Chanel, et c'est des noms après qui ont du poids sur le CV. C'est-à-dire que même si j'en ai pas fait grand-chose de ce sac et de ce qu'on en a fait derrière à titre personnel, les gens me questionnent toujours, mais pourquoi t'as ça sur ton CV? Comment t'as fait? Même des gens qui ont fait le cursus mode et qui se disent, mais c'est moi qui aurais dû être là. Je fais, bah oui, mais j'avais pas prévu le coup, quoi. Et ça, c'était quand même, ouais, c'était une expérience super enrichissante. Et ça m'a fait comprendre aussi un truc, c'est que j'avais pas envie de me limiter à un des champs du design, en fait. Je trouvais que justement tout l'intérêt de notre métier, c'était de pouvoir passer d'un champ à l'autre et avec le temps se dire, ok, de la communication, j'en fais depuis 10-15 ans, c'était cool, mais maintenant j'ai envie de faire un peu autre chose. Je suis très intéressé par exemple par ci, par ça, j'ai des compétences avec tel ou tel logiciel. Allez, j'essaye de faire un peu de scénographie, j'essaye de faire quelque chose, mais voilà, c'est encore une fois, c'est cette idée de la possibilité du décloisonnement que moi j'aime bien, quoi. Ça va être très peu original, mais c'est pas grave, je vais assumer. C'est mon projet de diplôme, tout simplement. Nous, on a été un peu la génération où j'ai passé ma licence à distance à cause du Covid. Et donc après le master s'est fait entre présentiel et distanciel. Et donc après, la plupart de la promo avait cette habitude de travailler à distance, mais avec un copain, on avait pris le pli inverse, c'est que on venait tout le temps.
de l'ouverture à la fermeture, au grand désarroi de tout le monde, de toute l'équipe pédagogique, parce on est très chambreur. Hein. Et donc on avait même à la fin notre bureau privé dans l'école pour pouvoir faire nos projets. Ce qui était bien, c'est que ça a pris ce côté atelier, même si on ne travaillait pas sur les mêmes choses. Sur le même projet, au contraire, on était tout le temps dans l'entraide à aider l'un l'autre à faire ses maquettes, à faire ses protos, à faire le dessin, donner un avis, un contre-avis, et à zoner dans l'école, à avoir accès à tout. Parce qu'en plus, on a de la chance ici, c'est qu'il y a quand même pas mal d'outils qui permettent, en tout cas dans la section archi, à faire du prototypage, aussi bien un atelier bois que de la découpe laser pour faire des maquettes, que pour mon diplôme j'ai fait quelque chose qui était basé sur l'impression 3D, donc on parle de nouvelles technologies. J'étais basé sur cette technologie-là. Enfin, il y avait plein de choses autour, mais donc il y a aussi des imprimantes 3D ici, donc faire mes protos. Et c'était ça, c'était la synthèse. C'était une belle synthèse en fait d'accompagnement de toute l'équipe pédagogique, des profs, de vie, de chat, de tout ce qu'on parle depuis tout à l'heure. Hein. Et c'est vraiment, à mon égard, hein, le plus beau souvenir. Hein. J'ai encore ma maquette sur mon bureau. D'ailleurs, quand je suis en télétravail pour le travail, j'ai refait mon prototype parce que j'avais dessiné une architecture, du mobilier et tout un concept de vie. Et donc, j'ai fait les prototypes de mobilier pour mon diplôme. Et mon bureau, c'est un proto que j'ai dessiné et réalisé après. Donc je travaille tous les jours dessus, ça fonctionne, ça tient, ça pourrit un peu, mais parce que Paris, il y a ces magnifiques infiltrations d'eau, mais hormis ça, au moins on voit que ça apprend à être dans le tangible, que ce soit humainement ou dans le projet. En fait, le bureau des entretiens, c'était devenu votre bureau, quoi. Et de votre côté, un projet qui vous a marqué ou un souvenir, une anecdote sympa que vous avez envie de raconter ? Moi, je pense que c'était le projet de fin de cycle en fin de 3e année. Donc, en design de mode, c'était créer une marque, un univers. Et franchement, c'était super parce que du coup, c'est le projet qui concrétise vraiment le bachelor parce c'est créer une marque, mais sur toutes ses dimensions, à la fois philosophique, côté marketing, création. Donc, c'est emmener plein d'idées. C'est un projet sur, j'ai peur de dire des bêtises, mais 4 mois. Bon, à peu près. Ouais, bon, un peu moins, mais où là, on est vraiment... c'est notre projet à nous et c'est l'échange avec les profs pour vraiment mener à bien notre projet pour qu'il nous corresponde à nous, mais aussi au cahier des charges. Donc, quelque chose qui soit vivable, quelque chose où, en fait, le but... Moi, ce que j'en ai gardé, c'est à la fin, là, si on voulait lancer le projet, c'était réalisable. Donc ça, c'était quelque chose qui est très chouette. Et après, il y a plusieurs... moi, j'avais fait un projet autour de l'accessoire. Et en fait, c'était vraiment amener une dimension philosophique, le propos, pourquoi véhiculer ce genre de message. Et voilà. C'est pas forcément un souvenir personnel, c'est plus un souvenir de classe. C'était en 2e année. Et on a eu la possibilité en fait de faire un projet avec je crois que c'est un collège ou un lycée juste en haut à Grandfray, là en haut de la rue de l'Axo. C'est un lycée, c'est ça. Voilà, exactement. Donc on a eu l'occasion de faire un projet avec des lycéens. Donc on avait une classe entière de 35 élèves et donc notre promotion devait intervenir auprès d'eux et donc on devait construire. Chaque élève en fait du lycée avait le droit de construire une image et nous on était un peu le technicien qui allait rendre ça possible visuellement. Et moi, je pense que c'est là qu'il y a eu un déclic dans ma vocation d'enseignant. En tout cas, ça a été vraiment quelque chose de super. Donc, on leur présentait des livres, on leur présentait la photo. Ils avaient eu le droit à un petit cours de photographie. Et ensuite, chacun y allait de sa passion. Il y en a un qui a voulu faire une photo sur le sport, un autre qui a voulu faire une photo sur de la musique, un autre qui se sentait un peu seul à l'école, mais donc il a voulu faire une série sur ça aussi. Et ils se sont rendus compte de tout ce qu'on pouvait déployer comme
moyen narratif par la photographie et tout ce qu'on pouvait faire. Et donc ça a donné lieu à une exposition dans le lycée qui était très bien, d'une sobriété infinie, mais qui était vraiment un beau moment pour les étudiants, pour leurs parents qui sont venus, pour nous. Et voilà, c'était quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et sinon, si j'ai un projet, on avait foutu, on avait mis 10 mètres carrés de farine partout dans le studio pour recréer des images comme sur la Lune. Donc ça, c'est autre chose, c'est juste un truc technique, mais c'est passionnant à faire. La farine, il faut faire très attention parce qu'il y a du matos partout. Mais on avait pris toute une journée entière avec un ami de promo et on avait recréé ça. Ça, je pense que c'était le truc le plus ambitieux en termes de... Ouais, en studio, en éclairage, c'était particulier. Voilà. Merci. Je finirai juste là-dessus, sur la partie réseau, parce que tout à l'heure, Thibaut, tu disais un truc qui était marrant, c'est que là où tu travailles, il y a presque un service Condé, en fait, chez toi. Parce que voilà, des alumni au fur et à mesure des années, il y en a de plus en plus et on se rend compte parfois que dans les entreprises, ils se retrouvent un peu au même endroit parce que l'école a bonne presse, parce qu'ils ont de bons profils et ils profitent de ces profils-là pour les recruter ou les prendre en stage. Donc, ce sera ma dernière question. Mais tu peux nous raconter un peu ça ? En intervenant, on parlait de personnes qui ont cette double casquette, à la fois professionnelle et cet apport pédagogique. J'ai mon big boss actuel a donné des cours ici en master et cette passerelle entre guillemets a été initiée avec ma venue en stage, ce qui après a mené à des super expériences. En fait, chaque année, on avait des nouvelles personnes de l'école qui arrivaient. Donc chaque année, il y a entre une et deux personnes. Actuellement, en alternance, dans l'entreprise, on a 2 personnes de l'école de Condé que j'ai le plaisir d'accompagner aussi au quotidien dans les projets. Qui sont toujours salués par leur créativité, leur engouement et leur joie de vivre. C'est vraiment un super kiff. Et ce qui est très drôle aussi, c'est que il y a aussi des personnes qui sont qui ont été diplômées avant moi, qui sont arrivées il y a peu aussi, donc qui font d'autres métiers en tant qu'infographe, qu'on a la même base, mais qui ont d'autres métiers parce que on est l'architecture, il y a plein de sous-branchages. Donc on collabore aussi. Donc actuellement on était 5 de l'école, 5, ouais. Donc sur un pôle archi où je vous dis on est 80 en France et donc on est 50-60 ici, on est 10% entre guillemets de venir de cette école et de composer une entreprise qui rayonne de niveau international, donc c'est assez drôle. Et en fait, j'ai encore une question. Si vous deviez refaire une seule année, vous êtes allé de 1 à 5 ou de 1 à 3, quelle année vous referiez ? La Mana, de loin. Ouais, la première année. Même si c'est là où j'ai eu les plus gros maux de tête, de loin, et que j'étais pas très fort en mode, et que je détestais ça. Mais j'ai adoré quand même, parce que en fait, on apprend le plaisir de la création sous toutes ses formes, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et c'est c'est de loin, je pense, la meilleure chose qui arrive, parce qu'après on déroule, on est dans notre élément, on est un poisson dans l'eau, ok, on veut faire ça, c'est super. Mais devoir être confronté à analyser des typographies, et actuellement j'en fais, et pourtant c'est pas ma formation de base. Donc intéressez-vous à tout. Et donc c'était la première année, c'est vraiment consacré à ça. Pour ma part, je crois que ce serait la première année de master. Il y a un pas à franchir en première année de master, quoi. On change quand même je trouve, de dimension. C'est plus exigeant. Et pour le coup, j'aurais aimé qu'elle dure 2 ans parce que c'est vrai qu'on avait énormément de choses à voir en peu de temps. Donc c'était très condensé. Et l'année d'après en master, on est beaucoup en autonomie et beaucoup en dehors de l'école. Et ça m'a un peu manqué de pouvoir me poser un peu plus sur certains projets.
Et puis à l'époque, je pense qu'il y avait aussi il y avait peut-être aussi un gap, une légère différence aussi de niveau entre Condé-Nancy et Paris. Et c'est vrai que quand je suis arrivé, j'ai commencé par prendre des claques au départ, quoi. J'étais un peu sûr de moi et tout. Premier projet, 4. Chaud. Mais ça a été une grosse année de remise en question. Et en fait, ça m'a un peu obligé à sortir de ma zone de confort. Parce que c'est vrai qu'ici, c'était confortable d'une certaine manière, à part dans les temps forts de l'année, comme porte ouverte, certains concours ou les examens. Mais on est quand même, je trouve, dans les 3 premières années, dans quelque chose qui est assez confortable. Voilà. Le master, c'est plus d'autonomie, c'est plus de réflexion, c'est voilà quoi. Pour ma part, je pense que c'était la 3e année, donc la dernière année de bachelor, parce que je pense que c'est l'année où il y a tout ce qui se concrétise avec ce projet long que je disais tout à l'heure. Et aussi, je pense, pour tout le tremplin de l'après. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on fait un master? Est-ce qu'on prend du temps? Qu'est-ce qu'on fait de tous ces 3 ans ici? Donc, ouais, je pense que c'est. Puis aussi, je pense que c'est aussi. Moi, je sais que la première année, ça a été plus compliqué parce que du coup, il y avait ces 4 sections de design et faut faire des choix, c'est dur. Mais là, c'est 2e, 3e année. Là, je me sentais vraiment bien, plus en confiance, plus épanouie créativement parlant et tout qui se construit. Donc, mais pour ma part, ça sera au milieu de tout ça. Ça sera la 2e année. Parce qu'en première année de photo, on a surtout, je trouve, il y a un émerveillement technique, parce qu'on apprend à utiliser plein d'appareils qu'on n'a jamais utilisés, on découvre le labo argentique, certains qui n'ont pas connu l'argentique justement le découvrent, donc il y a tout cet émerveillement-là. Mais en 2e année, il y a quelque chose de bien particulier, c'est le moment où on découvre ce que c'est qu'avoir un regard, et qu'avoir son regard singulier. Et ça, on peut l'acquérir à partir du moment où on a assez de pratique, où la technique est globalement maîtrisée, où les références commencent à rentrer aussi. Et ça, c'est un grand moment, je trouve, quand on commence à comprendre, d'accord, moi je peux m'exprimer de cette façon avec ce médium. Parce qu'en fait, en première année, on apprend à faire de belles photographies, mais ce qu'on apprend à faire après, c'est se dire, maintenant je fais un projet où il y a 50 images dedans, et les 50 sont cohérentes, les 50 correspondent à ma vision, les 50 disent quelque chose et ont une narration qui fait sens. Ça, c'est plus compliqué à obtenir, et c'est à partir de la 2e qu'on commence à toucher à ce genre de travaux. Donc, c'est là qu'on prend vraiment plaisir, je trouve. Je pensais qu'on aurait une tendance et en fait pas du tout. Vous avez tous donné une année différente. Super. Je pense qu'on a un petit peu fait le tour de notre côté. Donc non, merci pour votre attention, merci pour tout et un merci très chaleureux à Charles Collongue, Anaël Muller, Maxime Pierret et Thibaut Svalen qui étaient avec nous aujourd'hui pour témoigner de leur expérience. Merci tout le monde.